écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de négociation. Alors moi, je ne vais pas du tout être technique, hein. J'ai suivi la présentation précédente. Je n'ai pas de graphique avec des couleurs, et je vous avoue que je n'ai pas tout compris de ce qui a été dit précédemment, mais je vais plutôt partager avec vous des expériences de négociation, parce que j'ai eu la chance de pratiquer plusieurs sortes de négociations dans des environnements différents et décalés par rapport au vôtre. Et justement, on s'est aperçu que la nécessité de traiter l'information, d'avoir accès à des informations variées, devenait une vraie contrainte. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, notre capacité à chercher de l'information qualifiée est devenue un vrai avantage dans nos négociations. Donc moi, j'ai eu la chance d'être officier négociateur au sein du RAID. Tout le monde connaît le RAID? Qui ne connaît pas le RAID? Bien, vous pouvez rester. Donc le RAID, c'est un groupe d'intervention, hein, comme on peut le voir à la télévision. J'ai eu la chance de faire ce métier de négociateur. Au milieu des années 90, on s'est aperçu qu'on devait traiter des situations complexes. On avait face à nous des forcenés, des personnes retranchées, des kidnappeurs. Et on devait avoir accès à de l'information assez rapidement sur eux. Et quand je suis rentré donc, au sein de cette unité, j'avais un petit peu l'image de ce qu'on pouvait rencontrer dans les films hollywoodiens, où on appuyait sur un bouton, on tapait un nom et on avait le fichier complet de cette personne qui allait sortir et qui allait nous permettre de comprendre sa motivation, son profil et tout son environnement. Malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui encore, dans ce type d'unité, on sait que les informations sont disponibles sur le profil psychologique de la personne, sur son anamnèse, son background professionnel. Ne serait-ce que juste par les réseaux sociaux, vous seriez étonné de voir que les services de police ont souvent accès aux réseaux sociaux face à un forcené ou un preneur d'otage identifié pour essayer de comprendre qui il est, quel est son profil. Il y a aussi des bases d'informations qui seraient accessibles et qui seraient très intéressantes, savoir s'il est détenteur d'armes. Vous seriez là aussi surpris de voir la difficulté qu'on peut avoir à savoir si une personne est titulaire d'une licence dans un club de tir, si elle a le permis de chasse, si elle a des autorisations de détention d'un certain nombre de choses dangereuses. Hein. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans les séries, notamment comme dans Les Experts, c'est pas aussi facile, ce traitement de l'information n'est pas aussi facile. Donc si vous imaginez que dans une unité comme un groupe d'intervention nationale, si on n'arrive pas à avoir ce type de système, on a également cette même contrainte, cette même difficulté dans le monde de l'entreprise. J'ai eu la chance également de faire ma formation à Quantico, à l'académie du FBI. Donc comme dans les films, hein, la forêt virginienne, le bâtiment tout blanc au fond. Vous arrivez, vous demandez si l'agent Mulder et l'agent Scully travaillent toujours là. Et j'ai été très surpris, justement, en arrivant là-bas, de m'apercevoir que leurs contraintes étaient la même en matière de traitement de l'information. Ils avaient les mêmes difficultés. Ils avaient la même difficulté à pouvoir avoir accès à des bases de données instantanément, à pouvoir collecter une information et à pouvoir centraliser un certain nombre de renseignements qui pourraient être utiles dans l'analyse du profil de la personne qui est en face de nous, dans l'analyse de ses motivations, dans la compréhension de sa cartographie d'acteurs et donc dans l'élaboration d'une stratégie efficace pour essayer de le ramener à la raison. Ces deux expériences m'ont conduit dans le monde de l'entreprise. Alors un petit peu par hasard, hein, au milieu des années 2000, on avait une recrudescence d'un certain nombre de cas de crise qui touchaient des expatriés ou des voyageurs d'affaires de groupes français évoluant à l'international. Et j'ai été détaché dans un cabinet de conseil, privé mais appartenant au ministère de l'Intérieur, pour aller gérer des situations de type kidnapping et extorsion. Et aujourd'hui, eh bien, je dirige mon propre réseau de négociateurs. J'ai 70 négociateurs répartis partout dans le monde qui traitent de ce type de cas, de ce type de situation. Ça vous parle le business du kidnapping dans le monde? Combien de kidnappings dans le monde, d'après vous, tous les ans? Qui fait une offre? Des dizaines de milliers? De millions? 1 million. Ça serait bien pour mon chiffre d'affaires, mais on n'est pas encore là. Alors c'est vrai que le chiffre officiel de kidnapping aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 000 kidnappings. Je vous parle de chiffres officiels. On considère dans notre petit environnement, on n'est pas très nombreux à faire ce métier-là, qu'on est plus proche des 450 000 à 500 000 cas de kidnapping. Vous savez quel est le pays où on kidnappe le plus? Alors au Mexique, on appelle ça el secuestro express, le kidnap flash, hein, le faux accueil à l'aéroport. Hein. Il y a une grande technique, hein, je vous le dis, si un jour vous allez au Mexique, les gens qui sont accueillis à l'aéroport avec une petite plaquette avec leur nom dessus, et il y a des petits malins qui, par définition, se disent que si quelqu'un vous attend avec une plaquette et votre nom sur la plaquette, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Et donc ils viennent bien habillés avec une plaquette vierge, ils marquent le nom à la place, ils se mettent juste devant.
Et là, vous suivez le faux accueil qui vous amène dans un petit coin, qui vous dépouille, et vous rentrez en caleçon à l'hôtel. Pas la peine de nous appeler, ce n'est pas de la négociation. Mais ce type de cas, effectivement, est très fréquent, et pourtant, ce n'est pas ce pays-là où on kidnappe le plus. Aujourd'hui, la plupart des kidnappings, un tiers, sont recensés en Chine. Bon, ils se kidnappent entre eux. Donc, en termes de nombre de population, ça dilue un petit peu les chiffres. Le second pays, c'est l'Inde, et effectivement, le Mexique est le troisième pays. Dans ce type de traitement de cas, une de nos vraies difficultés, c'est encore une fois l'accès à l'information. L'accès à l'information en temps réel, l'accès à une information validée, cross-checkée, et le partage de l'information entre toutes les entités de la négociation. Et je dirais même qu'aujourd'hui, une de nos difficultés, c'est justement d'avoir face à nous des gens qui, eux, sont des experts du traitement et de la recherche d'informations, parce qu'on a de plus en plus de cas qu'on appelle les ransomware. Vous connaissez les ransomware? Prise en otage de systèmes d'information. Je ne sais pas si ce sont des cas, certains d'entre vous ont déjà connu ce type de cas. On a en fait des hackers qui vont aller capter une information sensible et qui vont demander de l'argent pour la rendre ou pour ne pas la divulguer. Et on a eu très récemment, pas en France, je ne parle jamais des cas français par déontologie, mais on a eu récemment le cas d'une salle de marché dans un pays que je ne citerai pas, une salle de marché attaquée à 10h du matin par des hackers, au moment où tous les traders ont pris leur position, notamment sur les tradings de matières premières, avec des cours qui sont extrêmement volatiles, et impossible de lâcher des ordres, impossible de lâcher des positions. La salle était complètement bloquée. Backup inaccessible, donc un degré technique assez élevé. On avait à face de nous des gens extrêmement compétents, et ça a duré 45 minutes. Je vous laisse imaginer la perte d'exploitation d'une salle de marché pendant 45 minutes. Et les hackers ont demandé de l'argent pour libérer la salle de marché. On a eu également un autre cas d'un établissement de santé qui a été attaqué là aussi, et les hackers sont tombés opportunément sur un fichier de patients qui s'appelait VIP. Bonne classification de l'information, en tout cas. On pouvait la retrouver facilement, mais eux aussi le retrouvaient facilement. Et dans ces fichiers, 250 noms de clients VIP, et 2 ont été appelés par les hackers. Un premier, un présentateur de télé qui reçoit un coup de fil et le hacker lui dit « Voilà, on ne se connaît pas, mais que diraient vos téléspectateurs s'ils savaient que vous êtes séropositif depuis 3 ans ? Vous voulez en savoir plus ? Appelez ce numéro. » Et on lui donne le numéro de téléphone. Et même chose, un capitaine d'industrie du pays en question qui reçoit un appel et le hacker lui dit « Que diraient vos actionnaires s'ils savaient que vous allez voir un psychiatre tous les 3 jours ? Vous voulez en savoir plus ? Appelez ce numéro. » Et ce numéro était le numéro du directeur général de cet établissement de santé. Et c'est une extorsion qui a eu lieu derrière. Donc on est face à des gens qui ont une capacité à trouver l'information, et nous avons nous-mêmes cette même difficulté à aller chercher l'information, justement pour essayer de comprendre leur motivation et essayer de caler nos stratégies de négociation. Pour revenir dans un environnement plus traditionnel, moi j'ai été assez surpris depuis ces dernières années d'être régulièrement sollicité par des entreprises pour les accompagner sur des négociations plus classiques. Alors d'abord, ça a été des fusions-acquisitions. Ma première surprise, pourquoi vous avez besoin de quelqu'un comme moi pour une fusion-acquisition? Parce que j'y connais rien, la finance, ce n'est pas du tout mon métier. Et quand on décortique le système d'une négociation de fusion-acquisition, ce sont les mêmes ressorts que ce qu'on peut rencontrer dans une négociation complexe, comme celle qu'on mène face à un kidnappeur ou face à quelqu'un qui s'est retranché. On va se poser les mêmes questions sur le pouvoir de négocier, le pouvoir de décision, sur quel pouvoir on va jouer, l'analyse du contexte, le timing dont on dispose, sa motivation, ses enjeux, ses attentes, et les ressorts relèvent du même acabit. Et là, encore une fois, dans des négociations beaucoup plus business, j'ai été très surpris de voir l'incapacité qu'on avait à chercher de l'information. Alors, on avait toujours des veilleurs ou des gens qui étaient capables d'aller interroger un certain nombre de ressources Internet, très généralement d'ailleurs des sources très ouvertes, pas forcément des banques de données un petit peu confidentielles, accessibles, en source blanche, c'est-à-dire complètement légales, mais qui étaient accessibles assez facilement. Et puis surtout, cette nécessité d'avoir l'information en temps réel. Et je suis en train de mener actuellement une négociation business un peu complexe qui mène plusieurs pays européens. Et notre problème aujourd'hui face à des négociations en simultané, plusieurs négociations sont menées dans chacun des pays. On essaie d'avoir une coordination entre les négociateurs et on est encore obligé de se passer de l'information par les emails, avec toute la déperdition que l'on peut rencontrer, avec le manque de réactivité que cela suppose. Et les interrogations des négociateurs à chaud dans la conduite ne peuvent pas être satisfaites. Alors, je ne sais pas si techniquement c'est quelque chose qui est envisageable, mais les demandes sont extrêmement fréquentes et beaucoup des clients que je rencontre me disent «
qu'est-ce que vous utilisez pour le traitement immédiat de l'information et la diffusion de l'information à l'ensemble des équipes de négociation. Et on est sec, hein, puisqu'on n'a pas du tout d'outils pour traiter ce type de données. Et cette demande est constante, persistante, et elle a tendance un petit peu à toucher le domaine de la science-fiction, puisque là encore, on est en train de nous interroger sur un système qui pourrait en temps réel écouter la voix de la partie adverse, du négociateur de la partie adverse, pour avoir rapidement accès à son niveau émotionnel, aller en même temps, en fonction du niveau émotionnel, aller chercher sur des bases de données les réactions à avoir par rapport à telle émotion, telle émotion, telle émotion, en fonction de son âge et de son profil psychologique, arriver à prévoir une stratégie de négociation. Je vous laisse imaginer l'usine à gaz que ça peut représenter. Au RAID, on avait créé un logiciel comme ça. Fin des années 90, on avait inventé un logiciel qui, en répondant à un certain nombre de questions, nous permettait d'avoir un profil psychologique du forcené ou du preneur d'otage. Et on s'est aperçu en fait que dans 80% des cas, on tombait sur le profil paranoïaque. Pourquoi? Parce qu'on avait nous-mêmes orienté nos questions, sans nous en apercevoir, sur ce profil-là, et toutes les informations qui venaient alimenter ce système arrivaient généralement au même profil, et donc nous conduisaient à l'erreur. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe ou quelque chose qui peut être utilisé, mais la capacité aujourd'hui à interroger en temps réel une multitude de bases de données, la capacité à protéger cette information, la capacité à la rediffuser à des équipes de négociation en temps réel, c'est un véritable enjeu. Parce que quand on est amené à préparer une stratégie de négociation, l'information, la bonne information, l'information à haute valeur ajoutée, c'est celle qui va faire toute la différence. Je vous laisse imaginer une négociation de business. On est en train d'en mener une assez importante dans un pays du Moyen-Orient. Et les négociateurs en temps réel ont besoin de valider les informations qui sont données par la partie adverse, ont besoin d'apporter du contre-argumentaire à des arguments qui n'ont pas été exprimés avant cette phase de négociation, donc devoir réagir à chaud. Et tout cela avec plusieurs négociations simultanées à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, leur difficulté, et je vous dis aujourd'hui parce qu'on a eu une réunion ce matin justement sur cette thématique, c'est d'arriver à comprendre la cartographie des acteurs qui sont en face de nous. Et je suis persuadé que si on mettait un bon veilleur capable d'aller chercher de l'information au-delà de ce qu'on rencontre uniquement sur Google, mais aller chercher en source ouverte de l'information sur l'ensemble des acteurs qui sont présents dans cette négociation, on pourrait faire une vraie cartographie, et non pas une cartographie liée à l'organigramme, mais une cartographie liée au sociogramme, les vraies relations de pouvoir et les vraies relations d'influence. Aujourd'hui, pour faire ce travail à un veilleur, on a lancé ça ce matin, je pense qu'on devrait avoir un sociogramme à peu près élaboré vendredi ou samedi. C'est-à-dire qu'il faut compter 4 à 5 jours pour faire ce type de sociogramme. Parce qu'on va le faire à la main, et parce que même si on a des outils de cartographie qui nous permettent de la visualiser et de la transmettre pour que les gens comprennent les relations entre eux, on n'a pas de traitement systématique de ce type d'information. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui pourrait être certainement réfléchi, alors peut-être que je suis en train de rêver, hein, mais qu'on pourrait très certainement créer des systèmes qui nous permettraient d'avoir ce type de cartographie. Même chose sur les historiques de négociation dans chacun des domaines, hein, notamment en matière commerciale, avoir une capacité d'accès à l'ensemble des historiques de négociation qui ont eu lieu dans l'ensemble des domaines qui couvrent par exemple une négociation dans l'aéronautique ou une négociation dans l'agroalimentaire, permettrait encore une fois d'éclairer une stratégie. D'amener la partie adverse sur une tendance particulière et d'arriver à décrypter le bon fonctionnement, le bon argument pour toucher juste. Et puis, on a une autre contrainte qui est qu'on mène de plus en plus de négociations à distance. Et que les négociations en visioconférence sont de plus en plus fréquentes. Et notre problème aujourd'hui relève de la sécurité de l'information dans ce type de traitement. Et pour vous donner un exemple, on a mené une négociation en visioconférence dans le cadre d'une fraude internationale. Et malheureusement, le système a été hacké. Et les hackers qui ont réussi à capter l'information sur la fraude ont derrière fait une extorsion en disant à l'organisation victime de la fraude, on sait que vous vous êtes fait arnaquer de tant de millions d'euros. Et bien nous, on a l'information, on a compris le système, on peut révéler au monde entier ce qui s'est produit, sinon vous nous payez quelque chose. Et donc, du coup, on a fait de cette négociation technologique, entre guillemets, négociation à distance, une vraie vulnérabilité, parce que c'est justement, on a ouvert la porte à des gens qui ont été beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus malins que nous, et ont réussi à récupérer cette information. Alors, je ne sais pas si dans le traitement de l'information en temps réel, dans les négociations,
je suis en train de rêver ou si la technologie pourra nous apporter des réponses efficaces. Mais aujourd'hui, on a de vraies sollicitations, de vraies demandes très opérationnelles. Et je suis étonné de voir que souvent des négociateurs business ne se retournent pas vers les gens qui savent faire, les techniciens, les ingénieurs, ceux qui pourraient les aider à produire ce type de produit, ce type d'outils, parce que je pense qu'il y a une vraie synergie, une vraie collaboration à organiser. Je regarde le temps qui me reste, il me reste 22 secondes. 19. Comme vous l'avez compris, je parle beaucoup. Pour un négociateur, il vaut mieux aimer parler. Sinon, c'est un métier qui est très vite très très long. Ma plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée. Et au bout de 21 heures, le gars est sorti, il a dit « je me rends, mais dites-lui qu'il arrête de me parler ». On avait inventé une méthode de négociation. Time out, je ne suis pas overtime. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition.